Ouais. Bonjour à tous, merci d'être là. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement et puis on commencera. Bonsoir, bonsoir. Ça continue de grimper, donc tant que ça grimpe encore de seconde en seconde, on attend encore un peu. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. C'est un bel engouement que ce webinaire reçoit. C'est chouette. Euh, Merci à tous ceux qui ont participé dans le passé au grand recensement des oiseaux de jardin. C'est grâce à toutes ces données qu'on est là aujourd'hui et qu'on peut analyser, enfin, sortir quelques résultats. Euh, Moi, je suis Adrien, enchanté. Je suis chargé de communication enfin, chez Natagora. C'est moi qui suis en charge de l'organisation du grand recensement des oiseaux de jardin. Euh, je travaille aux côtés de Anne, qui est biologiste et ornithologue chez Natagora. C'est elle qui a analysé ces données. Et Michael est aussi ornithologue chez Natagora et il m'aide à un peu modérer le chat, les questions-réponses, etc. ce soir. Donc, au niveau du webinaire de ce soir, vos caméras et microphones resteront coupés, c'est normal. Ce webinaire est déjà en cours d'enregistrement. On a reçu pas mal de questions à ce sujet. En effet, il sera disponible pour toutes les personnes qui se sont inscrites durant la période environ 2 semaines, donc jusqu'à la fin du grand recensement, donc le 1er février. Voilà. Le chat est actif pour l'instant. Ça permet de faire connaissance, de dire bonsoir, etc. On le coupera au fur et à mesure de la soirée pour laisser la place à l'interface de questions-réponses. Et donc, toutes vos questions se feront là-bas. Donc, à un moment donné, vous allez recevoir, enfin, vous allez être notifié que l'interface de questions-réponses est ouverte. Toutes les questions se font là. Michael et moi allons répondre par écrit aux questions qui sont relatives vraiment aux oiseaux et au recensement. Anne répondra oralement à la fin de sa présentation pour toutes les questions relatives à la présentation sur des questions d'éclaircissement des données, etc. Moi, je vais faire un travail de mise en commun de toutes les questions pour éviter les doublons et je lui présenterai ces questions dans la mesure du possible. Donc, en fonction du nombre de questions, pas sûr qu'on sache tout faire, mais on verra. Donc voilà.
Ne posez pas trop vite vos questions. Peut-être que la présentation répondra à ces questions au fur et à mesure. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue Anne. Bonsoir tout le monde. Donc, pour faire la suite avec ce que Adrien vient de dire, je vais brosser un tout petit peu le début et puis je vous préviendrai, il y a un slide vers le quart de la présentation qui vous avertit que le chat est ouvert pour les questions-réponses. Donc voilà, la présentation de ce soir concerne l'analyse des résultats pour la période 2004-2022 des données que vous avez collectées au cours de toutes ces années de recensement des oiseaux au jardin. Alors, c'est une analyse qui a été faite en collaboration avec le DEMNA, en particulier Philippe Goffard, qui a pris les décisions et a réalisé les scripts R pour effectuer les analyses. Donc, une collaboration très fructueuse avec le DEMNA. Cette analyse a fait l'objet d'une publication dans la revue Harvest l'année dernière. Alors, le grand recensement des oiseaux au jardin, en gros, donc c'est le plus grand projet de sciences participatives de l'association Natagora. Il a été lancé en 2004 et il se déroule le week-end le plus proche du 1er février chaque année. Et où est-ce que ça se passe? Ça se passe en Wallonie, à Bruxelles. Alors, petite parenthèse, nous fonctionnons avec notre association sœur Naturpunt et pour ceux qui souhaitent encoder pour la Flandre, eh bien, on les invite à participer à l'opération menée par Naturpunt. Alors, anciennement, le gros jeu, ça s'appelait Devine qui vient manger au jardin. Ça a été rebaptisé en cours de route pour des raisons de communication. Et au départ, le tout premier objectif, c'était surtout sensibiliser les gens, leur donner envie de s'intéresser à la nature dans leur jardin, en particulier pour qu'ils aient envie de faire plus, en fait, de se dire, tiens, moi, j'ai peut-être pas beaucoup, pourquoi est-ce que je pourrais pas aménager mon jardin d'une manière qui attire plus la nature? Donc, au départ, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les gens dans leur fauteuil et les inviter à s'émerveiller de ce qu'ils peuvent observer chez eux et puis de réfléchir pour comment aller plus loin, en fait. Alors en 2004, c'est loin, hein, donc on faisait les encodages sur papier et les formulaires étaient donc distribués au maximum dans les semaines qui précèdent l'opération. On avait des partenariats avec certains médias, avec les écoles pour faire diffuser un maximum ces formulaires. Et puis les gens nous envoyaient ça par la poste et dès le mardi qui suivait le week-end de l'opération, ben, tout le staff était réquisitionné disponible là, pour encoder. Et pendant une semaine, 20 personnes travaillaient d'arrache-pied pour l'encodage de ces données papier. Et donc, il faut réaliser au cours de cette période, on est passé de l'âge du papyrus à l'âge de l'informatique. Et tout ça grâce à mon collègue David Bûcher du service informatique qui a pris en charge toutes les adaptations nécessaires. Alors, c'est chaque week l'opération se déroule évidemment un week-end sur l'année, mais en fait, en amont de ça, il y a un effort mené par l'équipe communication, dont Adrien fait partie, pour, dès l'automne déjà, faire connaître l'opération, inciter les gens, trouver un angle d'attaque chaque année. Et puis, il y a tout cet exercice compliqué de l'équipe informatique pour mettre à jour les logiciels. Ça se déroule aussi pendant l'année. Et au département études dont je fais partie, eh bien, on a un soutien aux questions qui nous sont posées, à l'élaboration en collaboration avec les collègues du matériel didactique. Donc, il y a tout un travail derrière au cours de l'année en plus de cette analyse ici particulière qui a été menée. Alors, lors du week-end proprement dit, alors il y a toute l'équipe qui est là, hein. Il y a une équipe soutien qui est sur le pont au cours du week-end. Alors, on a toutes sortes de questions, des gens qui utilisent encore un matériel plus ancien et qui ne convient pas aux plateformes actuelles, des gens qui ont des problèmes à l'encodage, il y a des questions au niveau de l'identification, parfois on a du mal à se connecter, on ne trouve pas comment faire. Bref, il y a toutes sortes de questions qui nous sont posées et on essaye au maximum de favoriser la participation de chacun et que ça génère le moins de frustration possible. Alors, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, on invite les gens à visiter leur jardin autant de fois, observer au jardin autant de fois qu'ils le souhaitent sur le week-end. On a volontairement donné des consignes floues pour que ce soit peu contraignant, convivial, familial.
On leur demande de rester assez longtemps pour avoir une idée de ce qu'il y a dans le jardin. Donc, évidemment, on ne peut pas donner une durée fixe puisque les contraintes de chacun sont différentes. Donc, on leur demande d'observer le temps suffisant pour avoir une idée correcte du nombre d'oiseaux de chaque espèce qu'il y a dans le jardin et vous encoder le maximum par espèce par session d'observation. Et nous, pour l'analyse, on va globaliser les données qui nous sont envoyées par week-end et on va prendre le maximum par espèce, par jardin pour chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme données au cours de cette période? Eh bien, on a quand même obtenu 140 000 à peu près informations jardin, échantillonnage de jardin au cours de la période. Et ça se répartit comme ceci. Et donc, en fait, il a fallu 2 ans pour que l'opération se fasse bien connaître dans les médias. Et puis, en fin de période, là, on voit la période Covid où les gens ont été davantage tentés d'aller dans le jardin et observer plus. Mais sinon, globalement, au cours de la période, on a une moyenne de 7 800 jardins qui sont échantillonnés chaque année. Et donc, l'échantillonnage se répartit comme suit. Donc, on voit que ça suit pas mal la densité de population en fait humaine. Donc, on a une bonne indication. Les gens, globalement, participent de manière constante sur l'ensemble du territoire. On s'est intéressé en particulier à 69 espèces et à l'encodage. Effectivement, vous ne pouvez encoder que sur ce 69 espèces. Ce sont les espèces pour lesquelles l'angle jardin revêt du sens. Donc, on a exclu par exemple les rapaces nocturnes, les oiseaux d'eau, et on a compté large, on a brossé large pour essayer d'avoir une information à partir du moment où ça pouvait être plausible. On garde la donnée, on verra à l'analyse si ça se tient. Pour les autres espèces, on invite les gens à encoder sur le portail observation.be. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis aux gens d'encoder toutes les espèces et nous-mêmes faire la sélection en aval? Simplement parce que ces données-là sont perdues. Il n'y a pas de connexion entre les bases de données, ce qui fait que il vaut mieux avoir le courage d'aller encoder les autres espèces sur observation pour que ces données-là servent la communauté ornithologique. Alors, ces données résumées maxima par espèce au cours de notre période, ça fait 1,5 million de lignes et pour environ 6 millions d'oiseaux. Et quand on regarde les données dans les descriptifs, comment ça se répartit, eh bien, on observe que seulement 10 espèces fournissent près des 3 quarts du jeu de données. Et seulement 3 espèces, donc le moineau domestique, la mésange charbonnière et la mésange bleue, fournissent à elles 3 plus du quart du jeu de données. Alors, la richesse spécifique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nombre moyen d'espèces par jardin. Et effectivement, vu le slide précédent où on a 10 espèces qui fournissent la plupart du jeu de données, eh bien, sans surprise, la richesse spécifique moyenne, elle est toute proche de 10, 10,6, alors qu'on obtient des maxima de 40 espèces dans un seul jardin. Et dans 50% des jardins, il y a entre 7 et 13 espèces. Donc cette moyenne, elle se répartit comme suit. C'est très, très étroit, hein. Donc beaucoup de jardins, la plupart des jardins contiennent plus ou moins le même nombre d'espèces et plus ou moins les mêmes oiseaux. Alors est-ce que 10 espèces sur 69, on pourrait dire c'est déjà pas mal? Bah, en fait, c'est pas du tout beaucoup, hein. On voit qu'ici, quand on fait le comparatif, c'est peu. Cet indice de richesse spécifique, il est stable depuis le début de la période. Alors, comment ça se disperse, cette richesse spécifique au niveau du territoire? Eh bien, on voit que globalement, c'est assez similaire, mais il y a des zones où elle est un peu meilleure. Là, en vert foncé, on voit dans le Brabant wallon là, les zones boisées, le long de la Sambre aussi, légèrement un peu meilleure, et aussi dans le bassin de l'Ourthe. On voit aussi les villes qui ressortent, hein. On a la région de Liège ou la région de Bruxelles, où la richesse spécifique est un peu moins bonne. Alors voilà, nous sommes plus ou moins au quart de la présentation, un peu moins que ça. Donc l'onglet Q et R est maintenant activé et vous allez commencer à pouvoir poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'analyse? La première chose, c'est qu'on a sélectionné les espèces pour lesquelles on avait au moins 500 données. C'est un seuil volontairement élevé qui nous permet de sélectionner vers la prudence. J'y reviendrai plus loin.
On a travaillé en présence-absence. C'est une première grosse analyse. C'était également l'approche la plus prudente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être plus difficile de mettre des choses en évidence, mais on est plus, les résultats sont plus robustes. On a découpé le territoire selon les communes. Donc, il y a 281 communes en Wallonie et à Bruxelles. On a fait les analyses sous le logiciel R. Et pour l'information technique, on a étudié l'évolution de la fréquence relative du nombre de jardins occupés au cours du temps, et plus précisément, le nombre de jardins où l'espèce est présente divisé par le nombre de jardins où l'espèce n'est pas présente. Donc, c'est un système de succès versus échec par an et par commune. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, on a été très étonné de voir qu'on avait une tendance statistique significative pour 37 espèces, soit 80% des espèces analysées. C'était tout à fait inattendu. En particulier, moi, je pensais vraiment qu'on aurait une information pour les espèces les plus faciles à identifier et les plus fréquentes, et pas du tout. Les données sont robustes et permettent de sortir des tendances pour 80% des espèces analysées. Et ça, en grande partie, c'est dû au fait qu'il y a énormément de participation et que c'est réalisé sur une longue série temporelle, donc sur de nombreuses années. Quels sont ces résultats? Eh bien, on observe que sur la période en hiver dans les jardins, on a 12 espèces en augmentation pour 20 en diminution et 5 sont stables. Alors, peut-être, vous l'avez noté, il y a peut-être une petite contradiction, là on peut se demander, mais on vient de dire que la richesse en espèces, elle est stable, et puis après, on dit qu'il y a plus d'espèces en déclin qu'en augmentation. Comment ça se fait? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au cours du temps, qu'on perde des espèces, puisqu'il y en a beaucoup plus qui diminuent? Alors moi, j'ai un chouette chef. C'est lui qui pose les questions, et puis l'instant d'après, il explique comment on va faire pour répondre à ce paradoxe apparent. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter visuellement les espèces. On va les mettre ici de gauche vers la droite. D'abord, ici à gauche, les espèces qui déclinent le plus, hein. À l'extrême, on a la mésange boréale qui est celle qui décline le plus fort. Et à droite, on va étaler les espèces et on va retrouver à l'extrême droite le chardonneret qui est l'espèce qui augmente le plus. Et puis, selon ici cette verticale, on va mettre la fréquence des espèces. Alors, les espèces très peu fréquentes se retrouvent en bas et les espèces très, très fréquentes qu'on retrouve partout vont se retrouver ici au-dessus. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? Eh bien, les espèces ici qui se trouvent tout près du zéro, ici, sont les espèces qui sont les plus fréquentes. Et donc, ce sont les espèces ici qui sont stables, qui vont occuper la majorité des jardins. Effectivement, on retrouve ici nos 10 espèces les plus fréquentes dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le pigeon ramier juste qui sort un peu, qui est en augmentation, mais toutes les autres, elles sont stables au cours du temps. Et ça explique pourquoi eh bien, cet indice de richesse spécifique il reste stable au cours de la période puisque ces espèces-là constituent l'immense majorité du jeu de données, et ce, depuis le début de l'opération. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas vous balancer plein de stats, rassurez-vous, c'est juste qu'on va essayer de voir, de décortiquer, de faire parler les résultats un maximum pour en savoir un peu plus que juste 12 diminue, 20, 12 augmente, 20 diminue. On veut en savoir plus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va les répartir visuellement avec en dessous les espèces qui diminuent le plus et progressivement, on va retrouver le chardonneret élégant tout au-dessus. Et comme ça, on a une visualisation de comment ça se comporte. Alors, on peut regarder un peu plus près, là, parmi les 20 espèces qui sont en déclin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une majorité de petits passereaux. Et on observe aussi que les déclins les plus forts, eh bien, ce sont les espèces qui sont un tant soit peu spécialistes. Par exemple, on a ici tout en dessous la mésange boréale et le piquet pêchette. Eh ben, ça, c'est des espèces qui vont plutôt affectionner les forêts humides. Ou alors, on retrouve aussi le bruant jaune et le moineau friquet qui sont spécialistes des milieux semi-ouverts. Parmi les espèces en augmentation, eh bien, on a notamment 4 petits passereaux, 4 espèces de corvidés que j'ai représentées ici en dessous, et un exotique. Et donc, quand on tire un peu le bilan de ces premiers résultats-là, qu'est-ce qu'on constate? La première chose, c'est qu'on a peu d'espèces par jardin en moyenne. On a malheureusement plus d'espèces en déclin que d'espèces en augmentation.
Et en fait, on réalise qu'avec des jardins simplifiés et semblables, le grand public favorise les espèces qui, en général, lui plaisent moins. Donc, c'est l'hypothèse la plus évidente qui vient quand on se questionne là-dessus. C'est effectivement, quand on fait ceci, eh ben, on a les gens qui viennent nous téléphoner et qui nous demandent comment ça se fait qu'ils n'ont pas plus d'oiseaux dans leur jardin. Je fais une minuscule incise ici pour insister sur le fait que quand on fait des grandes pelouses rases comme ça, eh bien, on va favoriser notamment les corvidés. Que souvent, les gens nous téléphonent pour nous dire qu'ils n'aiment pas les pies, les corneilles. Mais en fait, ce sont des oiseaux qui vont parcourir les espaces d'herbe très courtes en marchant. Et donc, simplement en laissant pousser l'herbe, et on peut faire des sentiers de balade dans son jardin, mais laisser plus d'espace à la nature, on va tout de suite sélectionner pour une meilleure diversité au jardin, en fait. Alors, on va continuer à tordre un peu les données. On veut tout savoir. On va regarder espèce par espèce. Alors, la première chose qu'on fait, c'est on fait un graphe. Comme ça, on voit comment ça évolue au cours du temps. Ici, j'ai pris l'exemple du pic vert. Et donc, on met ici sur l'axe vertical la fréquence, hein, le pourcentage des jardins occupés. Et ici en dessous, on met les années. Et qu'est-ce qu'on voit? On montre d'abord une tendance lissée, hein, le modèle nous donne une tendance globale. Et puis, il y a une deuxième courbe qui est aussi modélisée, mais qui nous montre les variations d'une année à l'autre. Et ça, c'est vraiment sympa parce que on voit qu'il y a des différences entre les espèces. Et donc, on va pouvoir montrer que certaines vont être sensibles à certains paramètres, les conditions au cours du week-end, les conditions météo au cours de l'hiver, les semaines qui ont précédé l'opération, qu'est-ce qui s'est passé pour cette espèce au cours de la période de reproduction. Donc, grâce à ça, on va pouvoir poser des hypothèses sur, tiens, ici, je vois qu'il y a quelque chose de spécial, là, c'est 2012, 2013, 2014, qu'est-ce qui s'est passé pour le pic vert? Et donc, on peut poser des questions. Donc ici, la suite de la présentation, c'est comment ce jeu de données peut susciter de nouvelles hypothèses et qui vont chacune devoir nécessiter de nouvelles recherches, évidemment. On ne répond pas aux questions pointues. Là, il faut dans ce cas-ci, par exemple, aller chercher les données météorologiques, par exemple, et voir ce qui se passe et se dire, tiens, est-ce que le pic vert peut être sensible à telle ou telle chose? Alors ici, dans le cas du pic vert, eh ben, la statistique nous indique que c'est une espèce qui augmente de 7% par an en moyenne, c'est pas mal du tout. Et on voit qu'il y a effectivement pour cette espèce-là parfois des grandes variations d'une année à l'autre. Alors, on a aussi voulu voir spatialement ce qui se passait. Grâce à la masse des données, on a pu cartographier à l'échelle des communes. On a fait deux cartes. La première, c'est où sont les oiseaux? Et ici, on voit tout de suite qu'il y a, des zones qui apparaissent dans la carte, hein, c'est assez clair. Et c'est important de noter qu'ici, on parle de fréquence relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on compare les communes entre elles. Quand c'est vert foncé ici, on sait qu'il y a plus de pics verts que s'il y en a là. Mais si je mettais la carte de la maison charbonnière, ce serait aussi du vert foncé, la même couleur, mais il y aurait beaucoup plus d'oiseaux. Donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas comparer les cartes entre elles. On va zoomer sur les données de chaque espèce pour voir à son échelle comment ça se passe. Si on utilisait pour le pic vert la même échelle de valeur que pour la maison charbonnière, on verrait du très clair partout, on ne verrait rien du tout. Donc, c'est un choix que nous avons fait d'aller zoomer sur les valeurs de chaque espèce. C'est une photo, cette carte de où sont les oiseaux, c'est une photo de l'année centrale, ici l'année 2013. Alors vous pouvez constater ici, il y a des communes en gris. Eh bien, ce sont les communes où l'espèce n'a pas été observée du tout pendant la période. Alors, quand on regarde cette carte, je ne sais pas, peut-être plusieurs d'entre vous, ils ont déjà réagi en disant, tiens, mais ces zones-là, je les connais en fait. Effectivement, ça colle assez bien avec les écorégions de la Wallonie. Alors, je fais une parenthèse ici avec ça parce que cette zonation, elle apparaît très souvent. Dans les cartes, on va le voir plus loin. Et ici, l'exemple du pic vert, il est vraiment très frappant parce que dans le cas du pic vert, toutes les écorégions se distinguent les unes des autres. Alors, comment ça se fait? C'est pas de la magie du tout. En fait, quand les gens ont décidé de faire des écorégions en Wallonie, ils ne sont pas mis autour d'une table et avoir des décisions farfelues. Ils se sont basés sur des faits, des conditions, et en particulier les caractéristiques climatiques et pédologiques de ces zones. Malgré notre petit pays, eh bien, elles sont relativement contrastées. Et ça se marque notamment au niveau de la pluviométrie, hein. On voit que les zones ici, elles apparaissent avec une
pardon, difficile à dire, pluviométrie nettement plus importante, par exemple en Ardennes. Pareil pour les températures hivernales, on voit vraiment ces zones-là, la région limoneuse, le Condroz et l'Ardenne qui ressortent très fort. Donc, il y a vraiment un impact de ces différences de conditions sur la répartition des oiseaux en hiver. On l'a vu, on vient de le voir pour le pic vert, on va le voir beaucoup par la suite. Alors, la deuxième carte qu'on a fait, donc la première c'était où sont les oiseaux, et la deuxième c'est comment ça va. Comment ça va le pic vert? Eh bien, on voit que bah, toute la carte est verte. Donc, ça veut dire qu'il augmente partout. On a vu qu'il augmentait de 7% par an, mais on sait maintenant que c'est pas suite à des évolutions contrastées dans des communes ou non. Globalement, le pic vert, il va vraiment bien. Et en fait, on se dirait que c'est un peu plus foncé dans cette zone-là. Et c'est assez étonnant parce qu'on dit, tiens, mais dans la carte de la répartition, il y a quelque chose de l'autre côté, dans la carte de où ça se trouve. Ah ben, on dirait que c'est justement dans cette zone-là que ça augmente plus. Alors, quand on fait un constat comme ça, on a envie de pouvoir dire, ben, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est dû au hasard? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un tout petit peu de stats. Et la première chose qu'on va faire, on va représenter visuellement les communes en graphe. Donc ici, chaque petit point représente une commune. Et on a nos deux axes. L'axe vertical, c'est comment ça va? Et ici, où sont les oiseaux? Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, quand il y a peu d'oiseaux, ben, ça a l'air d'aller très bien. Et quand il y a beaucoup d'oiseaux, effectivement, dans cette partie-là, eh ben, ça va moins bien. Donc, quand on pose la question, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux questions? Ben, on dirait que oui. On dirait que oui, on dirait qu'on peut effectivement tracer une droite là et qu'il y a un lien entre ces deux questions qui pourraient ne rien avoir avec l'une avec l'autre. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fort? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et c'est là qu'on fait un petit simple test de corrélation. Et ce test nous donne deux valeurs. Alors, je vais rapidement expliquer. Vous pouvez boucher vos oreilles si ça ne vous intéresse pas. La suite parlera d'oiseaux. Donc, la première valeur qui nous est donnée, donc c'est le coefficient de corrélation. C'est une valeur qui se balade entre -1 et 1. Alors, quand R est tout proche de 1, eh bien, ça veut simplement dire que nos deux questions-là, eh bien, les réponses vont dans le même sens. Est-ce que quand tu es très présent, ça va très bien. Quand tu n'es pas beaucoup présent, ça va pas bien. Et, et donc, dans ce cas-là, eh bien, on obtient ce genre de courbe-là. Donc, on voit que quand on a peu de l'un, on a peu de l'autre. Et quand on a beaucoup de l'un, on a beaucoup de l'autre. Quand R est proche de -1, eh bien, quand on répond oui à une question, on répond non à l'autre. Et vice-versa. Et dans ce cas-là, on a ce genre de droite. Et là, on voit que quand on a peu de l'un, on a beaucoup de l'autre. Et vice-versa. Donc R, cette valeur-là, nous indique le sens et la force de la relation qui existe entre les deux paramètres. Et quand R est tout proche de 0, eh bien, ça nous dit simplement qu'on se fait des illusions. Les deux questions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On ne peut pas les associer. Alors, on a encore une petite ceinture de sécurité en plus. On a un test statistique qui nous dit simplement quelle est la probabilité que ceci que j'observe là soit dû au hasard. Et dans le cas du pic vert, ah ben, la probabilité que ce soit dû au hasard, elle est vraiment toute petite. Qu'est-ce qu'on en conclut de tout ça? C'est pas compliqué. Finalement, on est très clairement dans ce cadre-là. Le pic vert a effectivement tendance à augmenter plus là où il est le moins fréquent, et ce n'est pas une impression due au hasard. Alors, bah, chouette, on va faire ça pour toutes les autres espèces. On va simplement visualiser ça, hein, comme tout à l'heure, on veut voir ce qui se passe. On va simplement mettre la valeur du -1 à +1 R, on va la mettre ici. Et la question comment ça va, on va la mettre par ici. Ça veut dire que notre chardonneret élégant qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'espèce qui augmentait le plus, hein, donc sur la droite de ça va bien, il est le plus loin par là. Eh bien, on voit aussi qu'il est le plus près du -1. Ça veut dire que la relation, elle est très très forte, que le R est très très bon. De l'autre côté, on a une espèce qui va très mal, hein, le bruant jaune, une espèce de milieu semi-ouvert qui décline. Eh bien, on voit que lui, il est proche de 1. Et donc là où il est très peu fréquent, c'est là où ça va le moins bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand R est tout près de 0, eh bien, la question de est-ce qu'il y a un lien
La question est non. Et donc, il y a deux espèces, la mésange noire et les tourneaux sansonnets, pour lesquelles on ne va plus parler parce que leur répartition n'a rien à voir avec la tendance. Mais pour les autres, on a plein de choses à dire. Alors, on a première catégorie, les espèces qui augmentent là où elles sont les plus fréquentes. Je passe rapidement parce que je vous fais un mini quiz en live auquel vous ne devez pas répondre dans le chat. Je vais y répondre tout de suite. Donc, c'est une espèce qui augmente très très fort, qui est très présente à Bruxelles et qui a une deuxième zone de présence ici en Hainaut et qui partout ailleurs, elle est très très peu présente. Je ne sais pas si vous avez deviné, c'est la perruche à collier. Et donc, elle a une augmentation d'à peu près 10% par an. C'est très important comme augmentation, mais attention, c'est des toutes petites valeurs, donc effectivement, elle est encore peu présente sur le territoire. Dans les zones très claires, ici, donc il y a beaucoup de gris, hein, beaucoup de communes où elle n'a jamais été observée, et ailleurs, c'est très clair, donc il y a très peu de chances de la voir, en fait. Alors, c'est assez rassurant d'avoir des cartes comme celle-là parce que on se dit, bah oui, en fait, ce que les données de qui vient manger au jardin, là, le grand recensement, eh ben, ça colle bien avec la dynamique de colonisation de cette espèce exotique. On sait qu'elle a d'abord colonisé Bruxelles et puis qu'elle s'est propagée progressivement aux alentours. Et puis qu'il y a eu un deuxième noyau du côté de la Louvière et que maintenant les deux noyaux sont connectés. Donc cette carte-là, elle colle tout à fait avec la carte de répartition qu'on a dans les atlas, par exemple. Alors au niveau de la tendance, comment va-t-elle? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, là où elle progresse le mieux, c'est dans les zones où elle est bien fréquente, mais c'est surtout dans les zones de colonisation aux alentours de leur noyau qu'elle progresse. Alors, les questions viennent, hein. Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles, qui est pourtant son bastion de départ? Eh bien, peut-être qu'elle a simplement saturé tous les habitats disponibles, ou encore il y a sa cousine, la perruche Alexandre, qui est maintenant bien installée. Est-ce qu'il y a une forme de compétition? À voir. Alors, la deuxième espèce dont je vais vous parler, c'est le bouvreuil pivoine. Donc, c'est une espèce forestière et sa carte de répartition, elle est vraiment intéressante. Elle nous rassure aussi sur la qualité des données parce qu'on voit que cette espèce forestière, eh ben, elle est bien présente dans les jardins qui sont inclus dans les zones les plus boisées du territoire. Ici, on a la zone de la forêt de Soigne, du bois de Lozelle, du bois des Rêves, la forêt de Merdal, tout ça qui fait un noyau vert là du côté du Brabant, et puis on a toutes les zones forestières dans le sud du pays. Donc cette espèce forestière présente une répartition qui colle bien avec les zones boisées. Il est moins présent en zone limoneuse, euh, comme je viens de le dire. Et donc, au niveau de sa tendance, eh bien, on voit que, effectivement, donc, de nouveau une progression plus ou moins globale, mais avec un léger mieux dans ces bastions. On voit qu'il y a quelque chose de commun entre les deux cartes ici. La deuxième catégorie d'espèces, c'est celles qui vont augmenter là où elles sont moins fréquentes. Alors on retrouve notre ami le chardonneret élégant, hein. C'est celui, le champion, là, qui augmente à toute allure. On a un taux de croissance de presque 20% par an, c'est énorme, hein. Il gagne un cinquième de son effectif chaque année. C'est questionnant, c'est questionnant. Tout de suite, on se dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui colle vraiment à la réalité ou pas? Alors, une des raisons pour lesquelles on a un taux pareil, c'est parce qu'au tout début de la période, bah, il était quasiment absent. Donc, quand on passe de 5 à 10 jardins, bah, on augmente de 100%. Forcément, les chiffres, ils explosent rapidement. Donc, ça, c'est la première explication pour ce taux de croissance énorme. C'est sûr que l'espèce augmente, hein, alors, il y a aussi une augmentation de l'effectif nicheur. Donc, le suivi par points d'écoute au printemps, le programme SOCOAL nous indique qu'il y a une augmentation, mais là, on est de l'ordre de 2%. Donc, il y a un apport des nicheurs, mais certainement pas pour expliquer cette croissance-là. Alors, il y a une question intéressante qui a été étudiée par l'équipe de Madame Plumer, et al., une femme fantastique qui publie un tas de choses sur le nourrissage, l'impact des mangeoires, etc. Je vous invite vraiment à consulter si la question vous intéresse. Et une de ces études, elle a montré que eh bien, le chardonneret élégant au Royaume-Uni, eh bien, dans les années 70, il était très peu enclin à venir aux mangeoires, alors qu'en 2012, elle a observé que 80% des mangeoires étaient fréquentés par les chardons, alors que l'augmentation d'effectifs n'était pas du tout de cet ordre-là. Donc, c'est une espèce qui, au cours des dernières décennies, a appris à reconnaître la mangeoire comme une source de nourriture, à accepter de venir plus près des humains et se nourrir aux mangeoires.
Et donc, une explication, c'est que chez nous, il y a pu aussi avoir tout à fait ce shift et que au cours de la période ici, il y a peut-être eu une meilleure exploitation par cette espèce de nos mangeoires. Alors, au niveau de sa répartition, eh ben là, c'est un peu questionnant et on n'a pas trop d'explications à ça, mais on voit qu'il est plus fréquent ici le long de la frontière française. Pourquoi? Aucune idée. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là, c'est la statistique qui nous aide. On dirait bien que c'est un tout petit peu plus foncé. Là, c'est pas flagrant. Et pourtant, le test statistique nous révèle que c'est le cas. Le chardonneret, il a tendance à augmenter là où il est moins fréquent. Alors, euh, est-ce que c'est parce que il apprend justement, ça irait conforter l'hypothèse que je viens de dire. Il y a plus d'humains dans cette zone-là, donc plus de mangeoires. Donc peut-être que s'il est en phase d'apprentissage pour s'approcher des maisons, eh bien, c'est assez logique qu'en hiver, ce soit dans ces zones-là qu'il augmente le mieux. Je reviens 2 minutes, hein, l'exemple suivant, c'est le pic vert. Je le reprends juste 2 minutes. J'en ai parlé tout à l'heure comme à titre d'exemple. Mais on avait donc discuté sur le fait que donc il est moins présent en hiver en Ardennes et que c'est là qu'il augmente le mieux. Et donc une hypothèse qu'on peut tirer de ça, c'est voilà, le pic vert il mange des fourmis, il se nourrit au sol. Et avec le réchauffement climatique, il est possible que, on sait que la couverture neigeuse en Ardennes elle est moindre en hiver, et donc peut-être que désormais en hiver c'est un habitat qui est plus disponible pour cette espèce. Alors, deux autres exemples pour cette catégorie d'espèces, ce sont deux espèces forestières. Donc, à gauche, le jet des chênes, et ici, le gros-bec casse-noyau. Deux espèces en augmentation. Attention ici, les échelles ne sont pas les mêmes, hein, donc il faut bien faire attention à ça. La croissance, elle est proche. Eh bien, deux espèces forestières qui, comme le bouvreuil tout à l'heure, on voit bien qu'elles sont collées quand même à la présence des zones forestières. Donc, ces espèces viennent dans les jardins plus fréquemment dans les régions qui sont situées dans les zones mieux boisées. Au niveau des tendances, eh bien, pour ces deux espèces-là, on voit que c'est dans la région limoneuse que ça se passe le mieux. Donc, dans les zones où elles sont toutes les deux moins présentes, on voit aussi une meilleure progression des espèces. Alors, un autre exemple, la pie bavarde, donc une espèce que tout le monde connaît, elle est en augmentation faible, 0,5% par an. Et là, on voit, c'est vraiment intéressant, sa répartition, c'est vraiment une espèce commensale de l'homme. On voit ici, je remets de nouveau la carte de densité de population humaine, et on voit les noyaux humains ressortent très clairement pour la pie. On voit qu'elle est vraiment une de nos commensales. Alors, son évolution, elle est spatialement plus contrastée, hein. Il y a du rouge, du vert, il y a du pâle. Et là, c'est la statistique qui nous aide, parce que, a priori, quand on voit la carte ici à droite, on se dit qu'on ne peut rien dire. Mais en fait, si, la statistique nous dit, mais si, regarde, dans les zones où elle est plus densément présente, c'est justement dans ces zones-là qu'elle progresse moins ou qu'elle va même un peu mal. Ici aussi, dans l'ouest du pays. On voit ici, bah, effectivement, tiens, c'est moins vert et effectivement, c'est là qu'elle est plus densément présente. Alors, on retrouve notre pigeon ramier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une des espèces les plus fréquentes dans les jardins et c'est lui qui augmente un peu plus que les autres qui sont très très stables. Donc lui, il a une progression de 4,5% par an, c'est modéré, c'est déjà pas mal. Et lui, en hiver, il a vraiment une répartition tout à fait étonnante. On voit vraiment la région limoneuse, la région bruxelloise, de nouveau, une forte corrélation avec la présence humaine. Et lui, il progresse aussi partout, mais on voit que c'est légèrement moins bien là où il est le plus présent. Alors, la troisième catégorie d'espèces, là, on les a un peu rangées par catégorie pour essayer de pouvoir dégager des indications, hein. C'est une façon d'exprimer les résultats. Eh bien, ce sont les espèces qui diminuent là où elles sont les plus fréquentes. Alors, un exemple, c'est le merle noir, une espèce qui diminue.
Et donc le merle, malheureusement depuis nombreuses années, il est un peu soumis, il a un virus, c'est une maladie qui est naturelle, qui impacte particulièrement le merle et qui vient par vagues. Et donc ici, au cours de la période, on en a un peu parlé dans les médias, effectivement, il y a eu plusieurs vagues du virus Husutu. Et on voit que, eh bien, il a tendance à décliner plus fort dans les zones où il est le plus présent. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette promiscuité entre les oiseaux, et peut-être que ça favorise la propagation du virus et que ce serait une explication pour ce qu'on observe là. Alors encore un autre exemple, la tourterelle turque, une espèce en léger déclin, qui a aussi une répartition assez contrastée avec une moindre présence en Ardennes. Et on voit que c'est là où elle est la plus présente que ça va le moins bien. Alors la quatrième catégorie d'espèces, c'est les espèces qui vont diminuer là où elles sont les moins fréquentes, hein. C'est ce que j'avais dit pour le bruyon jaune là. Et j'ai choisi les deux exemples dont je vais parler, c'est les deux moineaux. Alors ceci, c'est le moineau friqué, hein, on le reconnaît facilement avec sa petite tache, sa calotte brune et sa petite tache sur la joue noire. Donc une espèce en fort déclin chez nous en Europe, mais particulièrement chez nous. Alors c'est intéressant de parler de cette espèce-là parce que c'est une espèce que nous étudions ici chez Natagora dans le cadre du Life B4B. C'est une espèce pour laquelle nous devons établir un plan d'action pour essayer de le sauvegarder. Donc, on a étudié les données, on a récupéré les données du portail observation.be, on a collecté toutes les données disponibles. Et c'est très intéressant de voir que pour une espèce qui prête à confusion avec le moineau domestique, eh bien, on a exactement la même carte que ce qu'on a avec les données courantes et avec ce qu'on observe sur le terrain. Donc, les résultats sont vraiment pas mal du tout. Et donc, on voit que malgré qu'il est devenu très peu fréquent, hein, ici, je rappelle qu'on a zoomé les valeurs pour que chaque espèce puisse exprimer sa répartition. En réalité, il est quasiment absent ici. Mais on voit que ses meilleurs bastions se trouvent ici en Ardennes, dans l'est de l'Ardenne et dans le sud de la Belgique. Et c'est là qu'il se porte le mieux. Et dans le cas de son cousin, le moineau domestique, en déclin aussi mais moins fort, on voit que là où il décline le plus, c'est dans la région limoneuse, et donc dans cette zone-là où il y a le plus d'humains. C'est dans cette zone qu'il est moins présent. Alors, est-ce que c'est, comme il est particulièrement commensal de l'homme, eh bien, on peut questionner par rapport à nous, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui aurait pu changer. Donc, il y a un changement de comportement chez les humains par rapport aux chats. Avant, les familles se contentaient d'un chat. Maintenant, de plus en plus, on a 3, 4 chats par famille. C'est pas du tout une bonne idée. D'ailleurs, les chats sont tout à fait solitaires et dorment toute la journée. Ils n'ont pas besoin de compagnie. C'est un mauvais réflexe. Euh, il y a aussi au niveau des sites de nid, hein, l'architecture est beaucoup plus sévère et laisse moins de place pour les nidifications. Et alors, la disponibilité en insectes, hein, les granivores, ils donnent à manger des insectes à leur progéniture, en reproduction. Et donc, l'usage de pesticides, etc., est dramatique pour ces espèces-là. Pour toutes les espèces, mais les pesticides en jardin, évidemment, sont dommageables pour les espèces qui sont toutes proches de l'homme. Alors voilà, j'ai un peu brossé les différents exemples qu'on avait pour cette approche. Et donc, on peut un peu poser un peu le bilan de cette approche cartographique. Alors, le premier grand résultat pour nous, c'est la validation des données. On a vu qu'il y avait des zones cohérentes entre elles et forcément, les gens ne se sont pas téléphonés pour dire, ah, attends, on va dire que le moineau, il y en a beaucoup ici, là. Donc, l'apparition de zones géographiques montre une pertinence des données. S'il y avait eu beaucoup d'erreurs de la part des gens, on aurait eu des contrastes incohérents d'une commune à l'autre. La deuxième grande conclusion ici, c'est que on a pas mal d'évolutions différenciées au sein du territoire et on a pu poser pas mal d'hypothèses pour plein d'espèces. Et souvent, ces évolutions différenciées au sein du territoire, elles suivent des continuums qui collent aux écorégions.
En particulier, deux régions qui sortent beaucoup dans ce qu'on observe. La région limoneuse, hein, qui est particulièrement occupée par les humains et qui a des conditions pédophysiologiques particulières de basse altitude. Eh bien, cette région limoneuse, elle ressort souvent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ainsi que l'Ardenne, une zone où les conditions hivernales sont plus rudes et qui joue un rôle refuge pour les espèces plus boréales comme la mésange nonnette, la mésange boréale ou encore le tarin des aunes. Et peut-être aussi une zone où bien les changements climatiques vont être les premiers à être visibles, avec une moindre couverture de neige, moins de jours de gel, donc des changements possibles dans cette zone, plus facilement perceptibles en tout cas qu'ailleurs. Alors ces continuums, ils épousent les écorégions, mais ils reflètent aussi l'écologie des espèces, hein. On l'a vu pour les trois espèces forestières, là où on voit clairement que la répartition colle avec les zones les plus forestières, mais c'est vrai aussi pour d'autres dont je n'ai pas parlé, ici la mésange huppée ou encore la mésange noire, on voit vraiment toujours les mêmes zones qui ressortent. Pareil avec la présence humaine, hein, avec la pie, c'était particulièrement flagrant ici, la ressemblance des zones les plus densément peuplées par les humains. On l'a vu pour le pigeon ramier, ici avec le merle noir, ça se devine, et avec le corbeau-freux ici, on voit cette zone ici qui ressort. Pour le moineau domestique, c'était un peu particulier, on ne s'attendait pas forcément à avoir une carte de répartition comme celle-là. On voit qu'en fait, comme je l'ai dit, la zone la plus densément occupée par les humains, eh bien, c'est pas tellement celle qui est la plus occupée, mais par contre, c'est la zone où le moineau domestique se porte le moins bien. Voilà, plein d'hypothèses à tester pour comprendre ce qui se passe. Alors, dernier élément, euh, j'ai pas fait le compte des espèces par catégorie, mais en fait, les changements sont plus forts là où les espèces sont les moins fréquentes. Deux tiers des espèces en déclin diminuent là où elles sont moins fréquentes. Alors, est-ce que c'est parce que quand une espèce diminue, elle va d'abord partir de des habitats qui lui conviennent le moins? Alors, dans ce cas-là, bien, la cartographie nous donne une idée de la distribution des habitats marginaux, hein. C'est souvent ce qu'on observe, hein. Quand les bons habitats vont se libérer parce qu'il y a moins d'occupation, eh bien, les espèces qui occupaient les habitats qui étaient moins propices, ben, elles vont se déplacer. Les individus vont se déplacer, pas les espèces, vers les zones qui leur conviennent mieux. C'est vrai aussi pour les espèces en augmentation. Deux tiers des espèces en augmentation augmentent plus là où elles sont moins fréquentes. Alors, est-ce que c'est, comme on a vu pour la perruche à collier, parce que il y aurait des formes de saturation dans ces zones-là? Ou est-ce que les changements climatiques vont améliorer des zones qui étaient peu occupées avant, comme on l'a vu pour le pic vert? Voilà. Alors, je vous fais encore un mais dites donc, hein. Je ne sais pas si euh, plusieurs d'entre vous ont noté la manière savante dont j'ai présenté les données pour ne pas m'avancer, mais j'ai pas dit période de 20 ans, hein. J'ai dit on a fait une analyse sur 2004-2022 et ça fait 19 ans. Alors l'objectif, je vous le cache pas, c'était de faire une analyse sur 20 années et on n'a pas pu. On a attendu 2023 et 2023, il s'est passé ça. Donc, au lendemain de l'opération, du week-end, on a regardé les résultats, on était tout fou, on était prêt sur les starting blocks pour faire l'analyse, on avait même préparé les scripts, tout était prêt pour le faire très rapidement, et on a vu ceci. D'abord, les espèces rares, beaucoup d'espèces rares, sont parties en sucette d'une manière tout à fait inexplicable. Alors ici, on a le pic noir qui nous fait une année 2023 tout à fait remarquable, mais aussi ici, le faucon cresserelle, le rouge-queue noir, la mésange boréale, les deux pigeons, la pigeon domestique, pigeon colombin, bergeronnette grise, ici le corbeau-freux, on voit bien que c'est pas naturel, on voit bien que ça peut pas être une réalité, que là, il y a quelque chose qui s'est produit. Et du côté de plusieurs espèces communes, ah, c'est dans l'autre sens que ça se passe, la corneille noire, mais qu'est-ce que c'est que cette année-là? On voit bien que c'est pas normal ici. Le choucas des tours qui, quand même, on sait bien qu'il augmente très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la grive musicienne, pareil. Et le jet des chênes, on voit bien qu'il descend complètement en dessous de sa courbe. Mais en plus, pour d'autres espèces, on savait pas quoi penser du tout, carrément. Ici, par exemple, la perruche à collier, ici.
Que penser de cette année-là, alors que sa cousine, elle fait ceci? Est-ce que la perruche Alexandre ici, elle se ressemble quand même assez bien? Pourquoi en 2023, est-ce qu'il y aurait une confusion plus forte? Qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qu'on doit penser que cette donnée-là? Ici, le Bouvreuil, ok, pourquoi 2023, ça a l'air d'aller moins bien? Le Merle, est-ce que j'y suis revenu ou est-ce que c'est de nouveau cet artefact? Ici, la maison Juppé, est-ce que... On se rend bien compte que juste cette année-ci, là, bah, elle va quand même vachement influencer le taux si on l'intègre, quoi. Donc, on s'est vraiment dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et donc, qu'est-ce- comment fait-on dans ce cas-là? Eh bien, la seule question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a changé? Et 2023, c'est l'arrivée du smartphone dans la plateforme de l'encodage. Donc, qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose d'énorme qui a changé au niveau du service informatique et dans l'offre. Alors, on se questionne, bah, et alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il nous a fallu un peu nous creuser les méninges et on a compris que, en fait, à cause de l'arrivée du smartphone, on a sucré la playlist de 32 espèces qu'on a toujours proposées, donc y compris dans les formulaires papier, les toutes premières enquêtes, vous aviez une liste des 32 espèces les plus probables que vous pouviez trouver dans votre jardin, et il y avait des petits points pour écrire de votre plume les espèces que vous aviez identifiées avec certitude. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a incité pendant toutes ces années les gens à choisir les espèces les plus probables et que quand il y avait une espèce plus rare, elle devait faire l'objet d'une identification réelle. Et quand on enlève cette liste de 32 espèces, eh bien, les compétences, les risques d'erreur augmentent et les compétences sont un peu moins bonnes. Or, cette préliste de 32 espèces, c'était compliqué de la mettre dans le smartphone, c'était pas convivial, il fallait scroller, hein, comme on dit. Et donc, intuitivement, sans penser à mal, évidemment, on s'est dit, bah non, on va l'enlever. Donc, il était toujours possible, on la trouvait toujours en l'encodage, si on voulait encoder avec un ordinateur, mais l'encodage par smartphone a marché du tonnerre. Et la preuve, euh, c'est que l'année suivante, en fait, dès qu'on a remis la liste, toutes les courbes sont rentrées dans l'ordre. Et donc, on a violé un principe fondamental quand on fait un protocole de relevé. On ne change jamais la méthode en cours de route. Malheureusement, ici, ben, on voit bien qu'on a dû coller à l'évolution des technologies et qu'il a de toute façon fallu évoluer dans la façon d'encoder. Et malheureusement, une mauvaise décision a été prise en 2023. Alors, c'est pas tout perdu, hein. On va en faire une publication. C'est en cours de préparation pour la revue Birds and Snooze. Donc, c'est ça, la revue qui se consacre au relevé en Europe pour un peu prévenir. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Eh bien, de toute façon, une grosse analyse vient d'être faite, donc il va falloir, en général, on attendra probablement 5, 10 ans pour une nouvelle analyse, et très probablement, on va devoir sucrer l'année 2023. Et dans les données courantes, hein, dans les points d'écoute, on a l'habitude de travailler avec des données manquantes, et il faudra simuler cette année-là, probablement. On verra ce que les gens feront au moment de faire cette analyse, mais il est probable que malheureusement l'année 2023 ne puisse pas être utilisé. Voilà, par souci d'honnêteté, hein, il fallait que j'explique. Alors, une question qui nous est très souvent posée, c'est celle de la validité des données. Parfois, on a même des messages très agressifs de gens qui nous disent, mais enfin, comment pouvez-vous confier un comptage ornithologique au grand public? C'est n'importe quoi. Et pourtant, ben, on vient de voir quand même que les cartes qu'on sort de ça, c'est drôlement cohérent, hein, quand on voit qu'il y a des blocs, hein, comme je l'ai dit, et que si il y avait plein d'erreurs, eh bien, il y aura des variations aléatoires, donneraient des cartes complètement bizarres et contrastées. Or, on voit qu'on est en accord souvent avec les écorégions, avec l'écologie des espèces, et les cartes et les tendances qu'on obtient sont en accord avec ce que nous connaissons de l'évolution des espèces chez nous, ainsi que dans les pays voisins. Évidemment, quand on a fait une analyse, on a regardé ce qui se passait en hiver aussi, ce qui se passait au printemps, chez nous en Europe, et ça colle. Conclusion, ben, le grand public, il s'en sort vraiment bien. Et on peut se demander comment ça se fait. Tout le monde ne s'improvise pas ornithologue, c'est quand même pas si facile. Alors, on va un peu regarder qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, comment on a fait pour limiter les erreurs à la source et comment limiter les risques à l'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? Eh ben, on voit qu'il y a plein de recensements, les séances citoyennes, les comptages des oiseaux en hiver sont souvent faits par le grand public. Des comptages sont mis en place depuis longtemps.
en Angleterre depuis 1970, aux États-Unis depuis 1900. Ce sont des comptages qui continuent et qui fournissent des résultats pertinents. Il y a une multiplication de ce qu'on appelle des méta-analyses, un nom un peu barbare pour dire que il y a des scientifiques qui vont regrouper ces différentes études-là pour en faire une super analyse et qui vont étudier des points particuliers. Et ces scientifiques, ils font des démarches de leur côté pour vérifier la pertinence de chaque jeu de données et ils font confiance à leurs résultats pour donner des informations, publier des articles sur l'évolution des phénologies, l'impact du réchauffement climatique, l'évolution de la composition des communautés d'oiseaux. Ces articles sont publiés dans des revues reconnues où il y a des pairs qui relisent les articles et donc il y a une forme de validation de la communauté scientifique de cette approche. Ça nous donne confiance quand même. Alors, la première chose, c'est qu'on doit faire, nous, qu'est-ce qu'on fait pour aider à ça? Ben, c'est de reconnaître, oui, on est d'accord, les observateurs font potentiellement plus d'erreurs que les ornithologues chevronnés, c'est un état de fait. Néanmoins, j'insiste très fort, c'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai été très étonnée de voir, par exemple, j'ai pris le cas de quatre espèces, hein, la mésange nonnette et la mésange boréale. Et le cas du moineau domestique et du moineau friquet, c'est vraiment des espèces qui sont difficiles à reconnaître. Elles sont très proches, les erreurs sont potentiellement faciles. Et pourtant, rien qu'au niveau de la proportion, la mésange boréale, elle est beaucoup plus rare que la mésange nonnette. Eh bien, c'est ce qu'on observe dans notre jeu de données. Les proportions sont respectées. Pareil pour moineau domestique et moineau friquet, hein. Donc ici, particulièrement difficile entre ces espèces-là. Et comment est-ce qu'on s'en sort? Eh bien, parce que la mésange nonnette figure parmi les 32 espèces et la mésange boréale, non. Donc il faut avoir reconnu, ah oui, la joue est plus blanche, ah oui, je vois les critères, ok, c'est bien une boréale. Et donc seuls les ornithologues un peu plus chevronnés, un peu plus habitués, vont signaler de la boréale. Donc on a aidé d'une part les- avec la liste des 32 espèces, mais on a choisi un moment de l'année aussi où il y a moins d'espèces, hein. Donc en hiver, toutes les espèces migratrices sont parties, donc c'est déjà plus facile. Il n'y a pas de feuilles aux arbres, donc enfin on peut observer à l'aise les oiseaux qui s'approchent des maisons, qui viennent aux mangeoires. Donc c'est un moment propice à faire participer le grand public. À l'encodage, on fournit du support didactique, il y a la liste des 32 espèces, et donc là je ne réinsiste. Alors, c'est pas tout. Au moment de l'analyse, comme c'était une première analyse, on a fait on a pris uniquement les décisions dans le sens de la prudence. Donc d'abord, on est rassuré par la masse énorme des données, hein. Donc on a attendu d'avoir une grande quantité de données et une longue période. Quand on fait des protocoles comme ça de suivi de terrain, il est recommandé d'attendre d'avoir 10 ans de données. Et on a attendu largement plus pour être sûr de ce qu'on allait raconter. On a choisi un seuil élevé d'un nombre donné minimum, hein. On était parti au départ sur une idée de 100. On a multiplié par 5 ce seuil, ce qui écarte de l'analyse des espèces dont on aurait pu plus douter de la pertinence de l'approche. Alors, par exemple, dans le cas de la grive de Rennes, on a obtenu un déclin significatif pour cette espèce et on n'a pas pris ce résultat dans les conclusions de l'article parce qu'on n'avait pas assez de données et qu'on a pensé que si on avait eu peut-être dans les années futures plus de données, eh bien, on aurait quelque chose d'autre. Donc, il faudra attendre la prochaine analyse pour confirmer quoi que ce soit au niveau de cette espèce-là. Alors, on a aussi voulu limiter ce qu'on appelle les faux positifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris l'option de rater éventuellement des choses, mais que si on trouvait des choses, on était vraiment confiant dans ce qu'on disait. Donc c'est pour ça qu'on a fait une approche en présence-absence. Donc il fallait que la variation soit spatiale et qu'il y a forcément eu d'abord des pertes d'effectifs pour qu'on les voit moins d'un côté que de l'autre. Et probablement que si on faisait une analyse sur les nombres, on montrerait plus de tendances. Mais comme les chiffres en hiver varient très fort, on a pensé que c'était plus prudent. On a décidé de commencer par uniquement travailler en présence-absence. On a aussi été méfiant, on va dire, avec les résultats, hein. L'exemple de la fauvette à tête noire, voilà son graphe. Alors, OK, on a dit, OK, ça c'est une espèce qui augmente, mais on n'a pas voulu dire quoi que ce soit de plus. Elle est représentée ni dans les cartes, ni dans les... On n'a pas utilisé ce graphe qui ressemble à rien. OK, si je trace une droite, oui, c'est sûr, c'est une espèce qui augmente probablement, mais voilà, on ne s'aventure pas et on en parle.
Alors, quelles sont les conclusions? Première grosse conclusion, génial. Les résultats sont crédibles et fiables. Les sciences citoyennes, ça marche. Grâce à vous. La masse de données permet une approche plus fine, hein. Il faut dire que l'approche ici par commune, c'est une première. Quand on travaille avec les points d'écoute, on a beaucoup moins de données et on ne peut pas avoir une carte par commune. On a des cartes par éco-région, donc c'est nettement plus vaste et on ne sait pas formuler autant d'hypothèses que ce que j'ai présenté aujourd'hui. Alors, parmi les gros résultats, c'est la faible richesse spécifique moyenne, hein. Il y a moyen de faire mieux. Je vais y revenir tout de suite. On a beaucoup de résultats inattendus. D'abord, la qualité des données qui permet d'avoir des résultats statistiquement fiables pour 37 espèces sur les 46 analysées. Ça, c'est vraiment tout à fait inattendu. On a des évolutions différenciées au sein du territoire qui nous permettent de formuler des hypothèses. Ça va pouvoir contribuer à d'autres questions, à d'autres. Si dans d'autres pays, il y a des tendances, on peut se conforter avec ce que nous avons trouvé. C'est vraiment génial. Alors, dans le futur, il y a plein d'autres approches encore possibles. C'est vraiment une première étape. Malheureusement, ça demande plein de temps, donc c'est une question d'investissement. Mais il y a il y a une motivation très grande pour étudier encore mieux ce jeu de données. En particulier, quels sont les impacts des conditions météo en hiver selon les espèces, hein. On sait bien que, par exemple, le troglodyte, il n'aime pas quand il fait très humide en hiver, mais comment, combien, et les autres. On peut suivre aussi l'impact du dérèglement climatique sur les communautés selon les écorégions, par exemple. Beaucoup d'approches statistiques possibles. Mais pas que. On pourrait, par exemple, aussi comparer les jardins du réseau nature, donc le label de Natagora, avec les autres, pour voir comment cette richesse spécifique se comporte. On pourrait voir qu'est-ce qui se passe, quel est le contexte du jardin, qu'est-ce qu'il y a autour, est-ce que ça influence? Donc là, il y a les cartes, hein, il y a beaucoup de cartes disponibles, de couches cartographiques qui nous permettraient de croiser les résultats avec différents paramètres. Quel est l'impact de la surface du jardin sur la diversité en espèces? On pourrait faire une année spéciale où on interroge en plus les gens sur la façon dont ils gèrent leur jardin pour faire aussi un lien éventuellement avec la richesse spécifique. Alors, je termine juste par, 10 espèces en moyenne par jardin. J'ai beaucoup dit, hein, on peut mieux faire. C'est pas très, très compliqué d'améliorer son jardin parce que les oiseaux, pour eux, ce qui est important, c'est la structure du jardin. C'est pas tant les espèces et le choix des espèces de manière globale. Ce qu'il faut faire, c'est varier la structure, faire des zones de hautes herbes, des zones de buissons, faire des zones de haies, des amas de branches. Donc, il faut regarder et essayer de faire que ce soit très varié. Privilégier les essences indigènes, hein, en particulier les espèces, les ligneux. On va choisir des espèces qui produisent des baies, par exemple, hein, pour donner au moment de la migration beaucoup de nourriture. Il ne faut pas oublier que favoriser les insectes, c'est favoriser les insectivores et les oiseaux. Et donc, et j'ai dit, les granivores, ils mangent des insectes, ils donnent à manger des insectes au moment de la reproduction. Donc, bien penser plantes à fleurs, ressources pour les insectes, pas trop sévèrement tondre, laisser les espaces, les pissenlits, c'est génial. Si cette question vous intéresse, je vous invite à consulter la foire aux questions de Natagora. Il y a plein de conseils sur le site de Natagora. Et bien sûr, participer au grand recensement des oiseaux au jardin. Ça se passe très bientôt, le week-end du 31 janvier, 1er février. Alors, je tiens à remercier très fort tous les participants. À chaque année, on a un véritable engouement et c'est grâce à ça qu'on peut répondre et faire des résultats aussi complexes que ceux-ci. J'insiste sur le fait que c'est un travail collectif avec le département communication, le département informatique de Natagora et aussi tous les collègues qui sont sur le pont au moment de l'opération. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Donc, pendant toute la présentation, Michael et moi avons modéré les questions. On a déjà répondu à pas mal de questions. Il y a d'autres questions qui restent en suspens, que je vais exposer à Anne et Anne va répondre oralement. C'est possible que je relance des questions auxquelles Michael a déjà répondu, par exemple. C'est pas impossible. Voilà, donc on va commencer avec une question plus simple. On nous demande dans quel numéro du magazine Aves les résultats ont été publiés. Alors, c'est le numéro de l'année dernière. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, je vais remonter sur mon slide. Hop, c'est celui-là. C'est... Ah, malheureusement,
Alors, c'est le numéro 62.1. Alors, il faut savoir que les articles de la revue AVES sont accessibles gratuitement 2 années après leur publication. Donc, si vous êtes intéressé par cet article, envoyez un mail à la revue. Il arrive chez moi. Donc, sur le site aves.be, vous allez sur les pages dédiées à la revue. Vous envoyez un mail ou bien chez Adrien et je peux vous communiquer directement l'article. Sinon, d'ici 2 ans, enfin 1 an maintenant, il sera accessible gratuitement. Voilà. Autre question par rapport à ce recensement, on nous pose la question, c'est un peu la même question en deux fois, c'est serait-il opportun de réaliser des recensements plus fréquemment, par exemple un par saison? Et une autre question qui va dans le même sens, c'est pourquoi pas de recensement en période estivale? Alors, j'ai déjà un peu dit pourquoi, hein, mais je vais le repréciser. Donc, il y a un très gros effort au niveau du staff, hein, ça s'improvise pas, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de contacts avec la presse. Et donc, c'est pas rien de réaliser cette opération. Et surtout, il faut pouvoir utiliser correctement les données avant de solliciter autant les gens. Il y a une loyauté à dire, OK, on vous envoie pas au casse-pipe et que ça ne sert à rien. Donc c'est très important d'envoyer le grand public à un moment où c'est pas trop difficile. Et en particulier au printemps, ça chante dans tous les sens. Si vous souhaitez participer, vous vous sentez aguerri, contactez le staff. Chez nous, il y a les relevés par point d'écoute. Mais faire des relevés comme ceci pour d'autres périodes, c'est très périlleux. Ça va, voilà. Ici, on a choisi l'hiver parce qu'on savait que c'était la meilleure façon d'avoir des données les plus valides possibles. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Une autre question, c'est un sujet qui a beaucoup été débattu, j'ai l'impression, dans le chat pendant la présentation. On nous demande, est-ce que les relevés faits sur base d'applications d'identification vocale, type Merlin Bird, sont valables pour les comptages ou pas du tout? Alors, oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Alors, déjà en hiver, les oiseaux chantent peu, donc la question ne se pose pas. On les voit, on les reconnaît. Alors, l'intelligence artificielle au niveau des photos, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'audio, c'est très moyen. Ce qui est très important dans tous les cas, la recommandation, c'est on ne change pas la méthodologie. On vient de le voir ici, quand on change la méthodologie, c'est catastrophique. Donc, pour ceux qui font des points d'écoute, n'utilise pas Merlin, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. On peut faire par ailleurs des suivis où on va compléter, ok, mais pas dans le suivi existant, on n'y touche pas. Il y a encore beaucoup d'erreurs. Je pense que c'est très utile de l'avoir en main et d'apprendre soi-même, tiens, il me propose cette espèce-là et de la valider soi-même. Moi, j'ai vu beaucoup d'erreurs, j'ai aussi beaucoup appris, effectivement, des petits cris, ah, je ne savais pas. Donc, c'est bien comme soutien, mais pas dans les protocoles standardisés qui existent depuis X années. Alors là, non, on ne mélange pas les méthodes. Merci. Alors, on nous demande aussi enfin, que signifie aller bien. Par exemple, on parle du pic vert en disant qu'il a une tendance de peu présent et on dit que ça va bien. Oui, alors j'ai volontairement choisi des mots parce que je voulais pas avoir un langage statistique. Évidemment, c'est augmentation et éventuellement augmentation significative, déclin et c'est versus augmentation. Donc, allez bien, c'est en fréquence, il y a une plus grande proportion de jardins dans cette commune-là. Au cours du temps, le pourcentage de jardins occupés par l'espèce augmente. Merci. Autre question de signification. On nous demande c'est quoi l'augmentation des nicheurs? Tu parlais de nicheurs. Alors, j'ai parlé des nicheurs parce que donc, ça fait plusieurs fois que je parle des points d'écoute. Donc, c'est la méthode pour laquelle nous étudions la nature au printemps, c'est par des points. On dit points d'écoute parce qu'il y a beaucoup de chants bon, c'est aussi visuel. Et donc, les nicheurs, c'est
ce suivi, ce coual et ce bru que nous réalisons de manière très standardisée, donc c'est à point fixe, à période fixe au cours du printemps, nous donne une indication précise de l'évolution du nombre de couples nicheurs. Donc c'est relatif, c'est pas l'évolution d'une... on voit que ça augmente, on n'a pas un chiffre précis puisque l'échantillonnage n'est pas assez, on ne couvre pas assez le territoire, mais en envoyant des ornithologues, que ce soit pro ou volontaires, faire ces relevés, on peut comparer une année à l'autre et voir que la population nicheuse, comment elle va, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue. Il y a aussi des articles dans la revue AVES sur l'évolution des populations nicheuses. N'hésitez pas à aller les consulter. Merci. On nous pose aussi cette question. Y a-t-il une corrélation entre l'augmentation du chardonneret et des MAE? J'imagine que tu veux dire Les MAEC. mesures environnementales. Donc, il n'y a actuellement pas de relevés qui permettent de répondre à cette question-là. Il est certain que les mesures agricoles, donc qu'est-ce que c'est les MAEC? Ce sont les mesures qui permettent aux agriculteurs de prendre, d'intégrer la nature dans la gestion de leur patrimoine spatial. Donc, il y a des bandes, ils reçoivent des primes s'ils laissent des bandes plus riches en graines pour les oiseaux, etc. Et donc, il est certain que toutes ces bandes paysagères vont aider la nature. Il y en a énormément besoin et il est très probable, voire certain, que le chardonneret en profite. Mais ce n'est pas une explication pour les 20% qu'on observe. Ça n'est pas suffisant pour expliquer. Par contre, ça pourrait aider, effectivement, puisqu'il y en a eu de plus en plus au cours de la période. Effectivement, c'est une bonne idée d'ajouter cette hypothèse. Merci. Autre question un peu plus technique, je pense. Combien de jardins en moyenne ont fait l'objet d'un recensement par commune? J'imagine que tu n'as pas le chiffre là, mais le nombre de jardins est-il corrélé à l'étendue géographique de la commune ou à la présence de surfaces végétalisées dans les communes? Non, alors je n'ai pas les chiffres ici, j'ai pas ça sous le coude. Par contre, la seule chose qu'on a vue, c'est que c'est corrélé à la densité humaine. On n'a pas fait le lien avec la superficie des jardins. Non, ça on n'a pas fait. Autre question technique. Ça, c'est très technique même, c'est plutôt logiciel. Avez-vous généré vos cartes de répartition via un logiciel SIG ou via R? Via R. Donc, Voilà. voilà. Et question qui suit un peu, c'est est-ce que toutes ces cartes, analyses et graphiques sont disponibles quelque part? Elles sont dans l'article. Voilà. Autre question, dans quelle mesure les tendances observées reflètent-elles l'évolution naturelle des populations et non un changement dans les pratiques de nourrissage des citoyens? Alors, dans la plupart des cas, c'est probablement peu lié au changement dans les pratiques des citoyens, simplement parce que euh, on l'a vu dans la région limoneuse où elle est la plus peuplée. C'est une hypothèse qui revient parfois, mais de manière globale, les cartes parlent d'autres choses, permettent de parler plus loin. Une espèce qui augmente, comme par exemple le pic vert, ça n'a rien à voir avec le nourrissage, elle ne vient pas à la mangeoire. On a ici les 37 espèces pour lesquelles on a des tendances statistiques, ne sont pas 37 espèces qui viennent au nichoir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on garde cet aspect nichoir en tête hein, quand on parle, pardon, cet aspect mangeoire en tête quand on analyse les données, mais ça ne peut en aucun cas expliquer tout. On nous pose une question très intéressante, c'est que dire de l'afflux des mésanges bleus en ce début d'hiver? Ah oui, oui, génial. Une année incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Donc, à l'automne, on a eu un afflux incroyable de mésanges bleus. Les images, c'est juste fou de voir des oiseaux qui passent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il semble que en Europe de l'Est, dans des zones où on n'a pas trop accès, en Russie, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a probablement eu une nidification exceptionnelle. Peut-être que les conditions hivernales d'automne ont été on ne sait pas, en tout cas, il y a quelque chose qui a poussé les oiseaux à quitter ces zones et à venir chez nous. Donc, en automne, on a vu arriver plein de mésanges bleus et les témoignages, et personnellement, on en continue à en voir. Donc, ces mésanges sont restés et donc on s'attend, donc participer, on est très curieux de voir. On s'attend cette année à avoir effectivement une présence de la mésange bleue tout à fait inattendue, tout à fait exceptionnelle. Autre question, le chardonneret élégant profite-t-il également de la fin de l'interdiction de laisser fleurir les chardons? Oui,
Oui, c'est une très bonne nouvelle. Les chardons, c'est une ressource dans la nature incroyable. C'est vraiment bien qu'on ait appris à cohabiter avec cette fleur qui fait très peur. Il y a voilà, des règlements communaux se sont très fortement assouplis, tant pour les insectes que pour les oiseaux. Oui, ça donne de la ressource. En tant que fleur, ça attire plein d'insectes, mais c'est vrai que les graines nourrissent des oiseaux. C'est génial. Oui. Merci beaucoup. Je vois passer plusieurs fois la question par rapport à des bonnes pratiques au jardin. Je me permets de répondre moi. Euh, Chez Natagora, on a un projet qui s'appelle le Réseau Nature. Si vous allez sur le site du Réseau Nature, je peux vous poster en commentaire juste après, vous retrouverez des fiches nommées Jardin naturel dans lesquelles vous trouverez justement toutes ces bonnes pratiques pour à la fois attirer les oiseaux, mais bien plus que ça, les mares, l'implantation d'une haie indigène, etc. Je vais vous poster ça en commentaire tout de suite. Pour ce qui est d'une autre question, on nous demande s'il y a un horaire conseillé pour le comptage, donc les premiers rayons du soleil, l'après-midi ou un autre moment de la journée. Ben, au moment du week-end, souvent, on est très content quand il pleut pas, quand il n'y a pas trop de vent et il faut plutôt guetter. Autant au printemps, on impose que les relevés se fassent dans les 4 heures qui suivent le lever du soleil, parce que c'est à ce moment-là que les oiseaux vont défendre leur territoire de la manière la plus active. Autant en hiver, il n'y a pas au cours de la journée des moments clés. S'il fait beau toute la journée, les moments clés, c'est effectivement peut-être le matin et le soir, bien, mais le plus important, c'est les fenêtres que le week-end laisse. Parfois, il pleut tout le week-end et puis il y a une heure où il fait beau. Quand on a cette heure-là, bah, les oiseaux vont tous chercher à se nourrir et être extrêmement visibles. Donc, c'est au cas par cas. Merci beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'on a répondu presque à tout. Alors je rate quelque chose, mais c'est possible. On nous demande si on a pris en compte l'implantation des parcs éoliens avec la diminution des populations. C'est peut-être un peu plus technique. C'est plus technique. Les parcs éoliens posent question dans l'environnement direct. Il y a un impact il y a deux impacts avec les éoliennes. Il y a l'impact direct avec les collisions, etc. Et puis il y a l'impact du dérangement. On a constaté que il y a toute une série d'espèces d'oiseaux qui ne veulent plus s'approcher à X distance de l'éolienne. Il y a une perte d'habitat. Actuellement, la surface habitat occupée par les éoliennes, dans une analyse comme on vient de faire ici à l'échelle globale, où les oiseaux sont très mobiles en hiver, on n'envisage pas que ça puisse poser un problème à ce stade-ci, surtout qu'il y a un impact plutôt sur les grands voiliers et c'est pas du tout les espèces ici qui sont ciblées par nos 69 espèces. Enfin, les grands voiliers, je parle des cigognes, etc., des grands rapaces. Merci pour ta réponse. Aussi, je me permets de de poser une question à laquelle Michael a déjà répondu plusieurs fois, je pense. On nous a souvent demandé s'il y avait un problème avec les verdiers ou avec les chardonnerets, s'il y avait une maladie, parce qu'on en voyait moins en ce moment. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Il y a plusieurs maladies. Il y a la trichomonase. Il y a plusieurs maladies qui sévissent sur les fringiles, le groupe des fringiles. Donc, verdier, pinson, chardot éventuellement, mais c'est surtout verdier, pinson. Malheureusement, oui. Donc, gros message, il vaut mieux ne pas nourrir que nourrir mal. Qu'est-ce que c'est nourrir mal? C'est déposer des tapis dans les petites mangeoires. Là, on est tenté d'utiliser ces mangeoires-là en versant les graines et de faire 2 centimètres de graines. Les oiseaux vont se poser sur les graines, vont faire leur fiente, il va pleuvoir là-dessus. C'est comme ça qu'on propage des maladies. Donc, s'il vous plaît, si vous nourrissez, disposez dans des silos à graines que vous allez espacer au maximum parce que effectivement, à l'heure actuelle, il y a des maladies et en particulier le verdier est très, très fortement impacté par ça. J'ai parlé de Plumeur et son équipe. Elle a montré un impact particulier sur les fringiles. Merci. Et alors, une dernière question. Je pense que tu en avais parlé dans ta présentation. On nous dit pour la comparaison mésange nonnette et mésange boréal, l'une est dans la liste, l'autre pas. Est-ce que la comparaison est pertinente? Pas sûr de bien comprendre la question. Moi non plus. Ok. Je vois que Michael est Attends, en train de répondre personnellement à cette personne, d'accord, donc oui, ok. cette Ok. personne va avoir une réponse.
Mais donc voilà, je pense on a revu toutes les questions. Je peux peut-être quand même répondre de mon côté, je ne sais pas ce que Michael répond. Attention qu'on ne cherche pas à comparer les espèces entre elles. On cherche à avoir un jeu de données dans lequel on a une information par espèce pour étudier l'espèce au cours du temps. Donc effectivement, il y a peut-être un biais, mais du moment, tant que ce biais est constant, nous, on a un petit œil de la lorgnette pour savoir comment l'espèce se porte. Super. Donc effectivement, il y a peut-être un... Ah oui, il y a peut-être... Je comprends. Il y a effectivement un biais dans le sens où quelqu'un qui va voir une mésange boréale va avoir tendance à dire que c'est une nonnette. Et donc c'est très bien, entre guillemets, parce que comme la mésange nonnette est beaucoup plus abondante et que la mésange boréale est beaucoup plus rare, eh bien ça sera un tout petit bruit de variation. Il y a une erreur dans ce sens-là, hein. Si quelques boréales vont alimenter le gros jeu des nonnettes, c'est pas grave. Si dans l'autre sens, beaucoup de nonnettes vont influencer le jeu de données boréal, alors alors c'est le jeu boréal, on peut le jeter à la poubelle. Donc, on a effectivement, quand on propose la liste, c'est avec cette idée-là que il y a un biais vers l'espèce la plus fréquente, et c'est pas grave parce qu'elle est beaucoup plus fréquente et que la masse de données absorbe cette variation. Je suppose que c'est ça que la personne veut dire. Merci. J'ai oublié de poser une question. J'espère que cette personne est encore là. On nous dit que la perruche à collier survole son jardin au printemps et en été, mais que pendant les deux autres saisons, elle ne l'aperçoit pas du tout. Est-ce que le recensement est faussé? Alors, est-ce que le recensement est faussé? Non. Donc les perruches font des dortoirs. Il y a certains dortoirs qui sont mobiles. Probablement que, il y a des variations saisonnières. Historiquement, les perruches faisaient des énormes dortoirs et c'était plus facile de les suivre. Maintenant, on ne sait plus trop comment ça se passe et si ces variations sont dans le cas. Euh, c'est ça la magie d'avoir un énorme suivi comme ça avec beaucoup de paires d'yeux qui vont compenser l'oiseau qui était chez moi, maintenant il est chez le voisin. Oui, mais celui du voisin, il est allé chez l'autre. C'est la masse des données qui va absorber ça. C'est les années qui vont nous permettre de déduire des tendances et absorber ces variations. Et c'est aussi pour ça que c'était très prudent de notre côté de commencer par faire de la présence-absence pour que ce genre de variation à l'échelle de la commune soit le plus lissé possible. Merci. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Je vois que Michael est encore en train de répondre. Euh, une question un peu différente. Faut-il renvoyer les bagues quelque part? Où et pourquoi? Alors oui, vous pouvez renvoyer les bagues à l'Institut des sciences naturelles. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui nous servent à connaître les déplacements potentiels des oiseaux. Parfois, on est très étonné que des oiseaux ont été bagués très loin et de connaître leur capacité de déplacement, les voies utilisées et comprendre pourquoi ces oiseaux se déplacent. Donc, puisque quelqu'un a pris la peine de mettre une bague et qu'on la retrouve, et autant rendre cette donnée la plus utile possible. Donc, renvoyez-la à l'Institut et vous recevez en échange l'information. Donc, vous communiquez, je pense qu'il faut aller sur le site de l'Institut des sciences naturelles et vous communiquez le numéro de la bague. Donc, il n'y a pas besoin de l'envoyer, en fait. Vous communiquez le numéro de la bague et vous recevez un mail avec tout l'historique de cet oiseau-là. Pour vous, c'est une information qui peut être intéressante aussi. Super, merci beaucoup. Et alors, pardon, hein. Une dernière question peut-être, comme ça après on dit qu'on clôture. On nous dit que tous les oiseaux de jardin ne mangent pas au silo. Est-ce qu'on ne recommande pas aussi les tables de nourrissage? Non, surtout pas les tables de nourrissage, par pitié. Une table de nourrissage, ça veut dire de nouveau les oiseaux se posent et viennent faire leur fiente et échangent les pathogènes. Donc non, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est jeter au sol de manière la plus dispersée possible des graines si on veut. Il faut savoir que quand on met dans des silos, c'est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux les espacer. Il y a de toute façon des graines qui vont tomber au sol et des oiseaux vont venir au sol, malheureusement en dessous éventuellement ceux qui auront fait des fientes. Donc attention à la propagation des maladies, déplacez vos sites de nourrissage, observez ce qui se passe dans votre jardin, nettoyez les structures. Si vous voyez un oiseau mort, vous arrêtez le nourrissage pendant plusieurs semaines. À l'heure actuelle, il vaut mieux être prudent. C'est très important de savoir qu'on n'aide pas tout à fait bien la nature quand on se contente de nourrir. Si on veut aider la nature, il faut faire un jardin naturel. Le nourrissage, c'est quand même bien
comme soutien dans les périodes de très grand froid comme on a eu, mais de manière globale, c'est quand même une façon de se faire plaisir pour pouvoir voir les oiseaux. Mais si on veut vraiment les aider, c'est faites un jardin naturel. Et donc, si vous choisissez de nourrir, il faut vraiment le faire avec vraiment grande prudence. Merci. Et alors, c'est une question aussi, je pense que tu donnais la réponse dans la présentation, mais c'est une petite piqûre de rappel. Il y a un lien entre l'augmentation de la population des corvidés et leur régime alimentaire peu difficile et varié. Alors, les corvidés profitent du paysage qu'on est en train de leur façonner depuis des décennies. On a simplifié le paysage, donc effectivement, c'est quoi la fin de ta... C'est, y a-t-il un lien entre l'augmentation de la population des corvidés et leur régime alimentaire peu Oui, c'est difficile et ça. varié? Mais c'est surtout la façon dont ils se nourrissent, hein. Donc, ils se nourrissent en se déplaçant, en marchant, hein. Donc, une partie des oiseaux, pour se déplacer, ils sautillent. Ici, les corvidés, ils vont en gagnage dans la pelouse, ils marchent et ils glanent ce qu'ils trouvent. Donc, effectivement, au plus, avec cette mode qu'il y a ici de faire des grandes pelouses, effectivement, on favorise complètement. Il y a aussi eu des communes dans lesquelles les corbeaux freux ont commencé à faire beaucoup de colonies. Il faut savoir que quand on commence à laisser l'herbe au mi-mollet, cette possibilité pour eux de chercher leur nourriture est complètement altérée et donc ils vont déserter plus facilement ce paysage. Donc il y a vraiment moyen d'avoir un impact doux en modifiant simplement la hauteur de l'herbe et il y a vraiment moyen de faire des jardins très jolis, hein. Il ne s'agit pas de faire une jungle. Moi j'ai déjà vu beaucoup de jardins où on fait des sentiers comme ça à la tondeuse avec des zones fleuries magnifiques. Et dans ce cas-là, ça convient beaucoup, beaucoup moins au corvidé. Ok. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Je sais pas si t'as Ouais. encore... Oui. Sait-on si le fait de nourrir les oiseaux en hiver via les mangeoires ne risque pas de modifier la proportion des différentes espèces en favorisant les espèces qui vont venir se nourrir à cette mangeoire? Alors de nouveau, notre fantastique plumeur a répondu à cette question. Il y a effectivement un impact léger sur les communautés d'oiseaux, avec certaines espèces qui vont plus profiter, notamment la maison charbonnière. Il n'y a pas de quoi impacter de manière globale. Il ne faut pas oublier que les oiseaux sont très mobiles. Ils vont en forêt, ils reviennent dans les jardins en hiver et il y a vraiment beaucoup de mobilité. Donc oui, on va un tout petit peu favoriser certaines espèces, mais les études qui ont été faites montrent que ça n'est pas au point d'impacter la dynamique des populations et la survie des unes et des autres. Merci. Et alors, on nous avait aussi posé la question par rapport aux perruches. Enfin, on s'est débatté pas mal dans le chat par rapport au fait que les perruches sont des espèces envahissantes. Et donc là, la question c'est, est-ce que si je mets un nichoir à grandes perruches dans mon jardin, est-ce que j'ai une chance qu'un couple de perruches à collier s'y installe, ou les perruches à collier doivent vivre en communauté? Est-ce que la question aussi c'est, est-ce que c'est bien de mettre un nichoir à perruches dans son jardin? Alors, les perruches, ça dépend où le jardin se trouve, hein. Si ça se trouve dans une zone où il y a beaucoup de perruches, il est possible que la perruche vienne en pleine ville. Il y a certaines perruches qui viennent nicher dans les bâtiments, notamment qui viennent même enlever l'isolation des bâtiments pour faire des trous. Il paraît qu'il y a même des perruches qui ont niché dans l'atomium. Euh, de manière globale, on va choisir de ne pas favoriser des espèces qui pourraient poser problème. Ici, la question des perruches, c'est que donc il n'y a pas de jugement par rapport il faut faire très attention au parallèle avec l'immigration, etc. Dans la nature, quand une espèce vient d'une région dans une autre, elle n'emmène pas avec elle les facteurs qui la régulent, ni ses prédateurs, ni les maladies, ni etc. Et donc, dans ce cas-là, elle va avoir tendance à faire des explosions démographiques une fois qu'elle est installée. Donc, la perruche ici, dans le cas-ci, c'est vraiment le cas classique. On a une période de latence, ici 20-30 ans, c'est tout à fait habituel. Et puis, en une fois, l'acclimatation se fait, et comme il n'y a pas de facteurs limitants habituels, eh bien, on a une explosion. Dans le cas de la perruche, on a pas mal étudié son impact sur les oiseaux, tant chez nous que dans les autres pays européens. Il n'y a pas d'impact qu'on a pu mettre en évidence du côté oiseau. Par contre, du côté chauve-souris, beaucoup de questions se posent. Il y a des séquences filmées où des perruches viennent déloger des chauves-souris qui vont en refuge dans les cavités des arbres. Et donc, on recommande de ne pas aider les espèces exotiques qui n'ont pas leur place dans les écosystèmes qui nous sont propres et dans lesquels elles vont être régulées. Donc, il vaut mieux mettre des petits nichoirs pour les petits passereaux. Merci pour cette réponse. Plusieurs personnes nous ont aussi dit que ces données seraient vraiment intéressantes pour les communes. Y aurait-il un moyen d'y avoir accès? Je travaille comme responsable du service environnement d'une commune. On a régulièrement ces questions-là, on y réfléchit, on y travaille, on voudrait faire un support en ligne, mais c'est pas dans l'immédiat.
Faut savoir qu'il y a quand même une masse énorme de données, c'est pas tout facile et ça prend beaucoup de temps malheureusement. Donc on aimerait bien, on sait qu'il y a cette demande de la part des communes. On a essayé par le passé d'y répondre, mais maintenant le jeu de données ça devient vraiment compliqué, donc on ne le fait plus. Mais on a l'idée voilà, ça reste dans le pipe et on en discute régulièrement en interne avec l'équipe informatique et l'équipe de la commune. Ça viendra très probablement, mais je ne sais pas quand. Super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Anne. On arrive au bout. Je suis désolé si j'ai raté l'une ou l'autre de vos questions. J'ai essayé de faire au maximum pour ne pas les zapper. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu, apporté des informations que vous ne connaissiez pas. J'espère aussi qu'elle vous a motivé à continuer ou à commencer à participer au recensement des oiseaux de jardin. Donc pour rappel, ça se déroulera le week-end du 31 janvier et du 1er février. C'est grâce à ces données-là que une présentation comme ça est possible et on espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà. Un grand merci à tous et bonne soirée. Merci à tous.